Mes amis, aujourd'hui nous évoquons les raffineries de pétrole russes et les entrepôts russes de Wildberries. Ils brûlent. Voyons quels effets cela a sur la Russie en général. Mais avant, je veux vous présenter une mère. Être mère est difficile, mais être une mère russe en Russie, c'est une toute autre histoire. Vous serez en guerre avec vous-même parce que, en tant que mère, vous voulez protéger votre enfant avant tout. Mais en tant que citoyenne de la Russie impériale, c'est une toute autre logique. Votre enfant est destiné à mourir pour le tsar. Alors, comment pouvez-vous le protéger ? C'est donc une guerre que nous allons voir à travers ses yeux maintenant. Regardons cela. Je parle à tous les foutus abrutis qui soutiennent cette foutue guerre, ceux qui attendent que les objectifs du SMOD soient atteints. Tous ceux d'entre vous qui veulent cette guerre, allez-y, crevez là-bas. Un missile vient de passer au-dessus de la maternelle de mon enfant. D'abord, l'alerte au missile s'est déclenchée. Mon enfant sait ce que signifie la sirène. Je n'aime déjà pas que mon enfant soit obligé de vivre dans un monde où il connaît les mots « menace de missile ». J'ai déjà marqué une pause ici. J'ai un enfant. J'ai une fille. Je suis père. Je veux qu'elle vive en Estonie à l'avenir, là où c'est sûr, où le pays est protégé. Donc je vais élire dès maintenant des politiciens qui prennent des décisions pour rendre l'Estonie plus sûre à l'avenir, qui rendent ce pays plus sûr, pour mon enfant. Je prends cette société démocratique très au sérieux, et elle fonctionne. Si un politicien que j'élis ne fait pas sa part, ou la part que je pense qu'il ou elle devrait faire, j'élirai différemment la prochaine fois, et je ferai confiance à ce processus démocratique. Et j'ai de la patience. C'est mon devoir en tant que citoyen d'une société démocratique. Cette mère avait le même devoir en tant que citoyenne de la Fédération de Russie, tout comme chaque personne dans chaque pays. Chaque population soutient et permet à ses propres dirigeants d'agir. Depuis 20 ans, je suis presque certain que cette femme dit « Je suis apolitique ». Je ne participe pas à la politique. Les commentateurs posent des questions et elle s'éloigne dans la rue. Je ne parle pas de ça. Ainsi, elle permet à la direction de son pays d'envahir un autre pays, et à l'autre pays de se défendre. Elle a permis à ce missile de passer au-dessus de la tête de son enfant, en restant apolitique, en n'assumant pas sa responsabilité envers le bien-être de son propre pays. Parce que je vous le dis, aussi sanglante que soit la dictature, s'il y a des millions de personnes qui prennent leurs responsabilités, qui descendent dans la rue et qui résistent, il y aura une révolution et un changement de pouvoir. Nous avons vu les dictatures les plus sanglantes tomber de cette façon. Vous ne pouvez pas dire « elle ira en prison ». Oui, parce que les autres ne la suivront pas. C'est la responsabilité de tout le monde. Mais en Russie, maintenant, elle est seule. Elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas que son enfant soit en danger. Nous n'étions même pas encore arrivés à la maternelle qu'un missile est passé en rase-motte au-dessus de nos têtes. Peut-être qu'il allait tuer des enfants ukrainiens. Peut-être qu'il allait tuer les nôtres. Mon enfant est tombé dans les escaliers et a eu très peur, déclenchant une crise de panique. Il ne savait pas quoi faire, mais il a compris que ce n'était ni un avion ni un hélicoptère, mais un missile, en reconnaissant le bruit. Il s'est précipité sur les marches devant la maternelle et s'est mis à pleurer de façon incontrôlable. Il était terrifié. Cette femme parle de lui au masculin, ce qui veut dire que c'est un garçon, que ce petit enfant est préparé à mourir pour le tsar. Parce que nous avons vu aussi dans les maternelles russes que les anciens combattants ou les vétérans sont envoyés pour montrer les armes et enseigner les compétences de survie de base sur le front. Et nous connaissons aussi les statistiques. Un fantassin russe moyen survit environ 30 secondes sur la ligne 0. C'est fou, non ? Ils habituent la population russe dès l'enfance à survivre 30 secondes au front. On leur enseigne ces compétences, sinon ils vivraient encore moins longtemps. Donc son enfant, c'est l'avenir. Elle n'aime pas ça. Et elle vient juste de s'en rendre compte. Tu vois, voilà le prix de 20 ans d'indifférence apolitique. Je m'en fiche. Je n'en parle pas. Eh bien, ce sont tes responsabilités, en tant que citoyen d'un pays, de prendre soin de ce pays, d'élire des dirigeants, de t'assurer qu'ils agissent dans ton intérêt, le peuple. Allons chez Wildberries. Je suis sûr qu'on a besoin de quelque chose pour la fin de semaine. On a besoin de beaux incendies. Mais avant, je vais te montrer une carte. Une carte des entrepôts Wildberries, avec des codes couleurs, pour que ce soit facile à comprendre. Les points rouges signifient complètement détruits, réduits en cendres. Les jaunes sont endommagés, mais fonctionnent encore, peut-être à moitié de leur capacité. Le vert n'a pas encore été touché. Comme tu vois, il reste beaucoup à faire. Et ce sera fait. Au total, 22% de la capacité totale des entrepôts Wildberries a été complètement détruite. Donc, tu peux voir qu'on peut peut-être porter ce chiffre à 50. D'ailleurs,
Je veux te montrer ce que Wildberries, Tatiana Kim et sa bande de voleurs ont fait depuis qu'ils ont compris que chaque entrepôt allait brûler. Ils ont commencé à faire quelque chose de vraiment mauvais. Chers amis, aujourd'hui, c'est le 16e entrepôt qui brûle. C'est à Toula. Mes plus sincères condoléances à moi-même, tu sais. Mes plus sincères condoléances à moi-même. Qui dit ça? Qui dit une telle chose? Un Russe. Beaucoup de nos marchandises étaient là-bas. Beaucoup demanderont « Pourquoi n'avez-vous pas sorti les marchandises lorsque le premier entrepôt brûlait ?» Chers amis, qui ne le sait pas? Wildberries n'a pas permis et ne permet toujours pas de retirer leurs marchandises des entrepôts. Ils ne le permettent pas. Pour que vous compreniez, ils l'interdisent. Ils n'autorisent pas qu'on retire les marchandises, même des entrepôts non attaqués. Pourquoi? Eh bien, c'est cool. La direction de Wildberries a commencé à voler des marchandises dans tout le centre logistique, puis à les enregistrer comme détruites par des drones. Cela concerne particulièrement les objets de valeur comme les bijoux et l'électronique. Les marchandises sont évacuées des entrepôts de l'entreprise qui n'ont pas été attaqués. Mais selon les documents, elles y restent toujours. Et si les attaques continuent, elles seront comptabilisées comme détruites. Donc, en Sibérie, loin de tout, un entrepôt Wildberries possède des MacBooks, des iPads et des bijoux. Que Yann Hakim et sa bande voleraient toutes ces affaires d'une valeur de millions de dollars au final pour certaines personnes spécifiques. Ils vont obtenir une somme d'argent folle grâce à ces marchandises qu'ils vendront sur n'importe quel marché. Ils ne les donneront pas aux revendeurs. Ces petites entreprises et sociétés qui ont leur stock chez Wildberries et qui le vendent via leur page web, Wildberries étant censé assurer la gestion des commandes. Ils volent simplement le stock des petites entreprises russes parce qu'ils savent que tout le réseau d'entrepôts de Wildberries va brûler à cause de Robert Madjar Provdi. Le chef des forces de drones ukrainiennes l'a dit. Sa promesse est « Nous brûlerons chaque entrepôt de Wildberries jusqu'au dernier ». Donc Tatiana Kim et ses voleurs comprennent maintenant qu'ils vont tout perdre. Emmenons tout le monde avec nous dans notre chute. C'est vraiment le pire de la nature humaine que vous pouvez voir ici. Qu'en est-il d'un entrepôt spécifique? L'attaque la plus récente et la plus importante a eu lieu le 5 août, à l'entrepôt Wildberries d'Alexin. Vous pouvez le voir ici. C'est dans l'oblast de Moscou, près de la capitale, et vous pouvez déjà voir que la moitié a été réduite en cendres. L'autre moitié est en train de suivre le même chemin. Et la colonne de fumée est incroyable. Je suis presque sûr qu'on pourra les voir depuis l'espace. En Estonie, on allume de grands feux les 23 et 24 juin, lors du solstice d'été. Nous nous rassemblons tous autour du feu. Nous jouons des instruments, nous sautons par-dessus le feu. On fait la fête, c'est ce qu'on fait. En Russie, c'est toujours le solstice d'été avec des feux partout. Par réflexe, je ne pouvais pas trop m'en approcher et j'essayais de sauter par-dessus, ce qui était dangereux pour moi. Donc oui, c'est toujours cette grande fête autour du feu en Russie. C'est le même entrepôt d'Alexin, vu de loin. C'est magnifique. Bien sûr, je dois vous montrer le bingo Wildberries. Vous pouvez voir que nous aurons la croix ou la ligne verticale depuis le haut très bientôt. Par exemple, numéro 11, 12, 13, 14, 15. Ici, ce qui nous manque, c'est un entrepôt Boukov. Donc, si mon cher Brody veut que le bingo soit complet, tu connais les prochaines cibles. On pourra le rayer. Aussi, en Russie, Wildberries, bien sûr la plus grande entreprise de livraison et d'entrepôt, mais leur rival, Ozon, ou Ozone comme tu veux l'appeler, est plus petit, beaucoup plus petit, mais reste le suivant en taille. Ils font la même chose. Et ils sont terrifiés. Ils flippent complètement. En voyant comment leur plus grand rival est réduit en cendres avec une telle facilité, voyons ce qu'ils ont fait. Hier encore, Ozon livrait ses produits en Crimée et à Sébastopol. Et aujourd'hui, il s'avère que Sébastopol n'est pas un territoire russe. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, parce que si tu livres en Crimée, les Ukrainiens n'apprécieront pas. Si tu ne le fais pas, le FSB n'aimera pas ça, parce que dans ce cas, tu admets que ce n'est pas un territoire russe, tu as peur du FSB, donc tu livres en Crimée, mais maintenant, en voyant ton rival réduit en cendres, tu te dis « D'accord, les drones ukrainiens ont plus de pouvoir sur nous que le FSB. » Quand Ozone et la société russe commencent à avoir plus peur des drones ukrainiens et de Matyar Brody que du FSB, qui détient alors la véritable autorité sur eux, avant de parler des raffineries de pétrole, je veux vous montrer une vidéo. C'est un homme russe qui a quitté sa position sur le front parce qu'il a été blessé. Donc il est puni, humilié publiquement. Dans l'armée russe, il existe un système de punition qui existe depuis des siècles.
La particularité de l'armée russe, c'est qu'ils ne te punissent pas en t'enseignant des valeurs ou en corrigeant ton comportement ou tes habitudes, ils te punissent pour t'enlever ton statut. C'est ça le but. Comme dans les prisons russes. C'est là que ça a commencé en fait, à l'époque soviétique. Il y a une certaine caste, il y a un système de castes. Il y a les plus bas, les intouchables, les inhumains, les bitouks, à qui tu ne peux pas parler, que tu ne peux pas toucher, avec qui tu ne peux pas interagir. Et si tu fais partie de cette caste, c'est fini pour toi. Et ce même système est amené dans l'armée russe. Cette caste ne sert qu'à des fins sexuelles, et c'est ce qu'ils font. En général, ils violent ces hommes. Dans l'armée russe, pour celui-ci en particulier, ils le punissent en filmant ce qu'ils lui font, en le publiant en ligne sur des chaînes Telegram, pour que tout le monde voit ce qu'ils font aux Refusniks, aux 500, et à ceux qui quittent leur poste. Celui-ci, ils l'ont habillé avec une robe, et l'ont frappé avec un godemichet. C'est une manière très russe de faire les choses. On voit bien que cette punition n'est pas faite pour rétablir ton système de valeurs ou t'imposer de la discipline, ni même à inspirer la peur. C'est fait pour t'enlever ton humanité, pour te placer dans un système de caste parmi les plus basses. Parce que c'est comme ça dans une prison russe. La société russe est le reflet d'une prison russe. Dans un pays normal, une prison est le reflet de la société. Mais en Russie, c'est l'inverse. Toute la société a accepté la culture carcérale, et l'armée aussi. C'est une initiation aux castes les plus basses de l'inhumanité, les intouchables, ou pitous, comme vous voulez les appeler. Et les raffineries de pétrole ? Eh bien, le déficit de carburant qui a commencé il y a déjà 1 mois a été atténué parce que Moscou a décidé d'importer environ 400 000 tonnes par mois de produits pétroliers d'autres pays. Au fait, des produits pétroliers qui ont été fabriqués dans des raffineries qui raffinent le pétrole brut russe, que ces pays ont acheté à la Russie à des prix très bas et qu'ils revendent maintenant à la Russie à des prix très élevés. Je veux dire, ce sont des décisions de monopole, mec, c'est bien. Moscou avait temporairement atténué la crise en interdisant l'importation d'environ 400 tonnes d'essence par mois. 212 000 tonnes venaient de Biélorussie, puis il y avait le Maroc et le Kazakhstan. Tous ces pays ont acheté du pétrole brut à la Russie et ont revendu des produits chers. Mais oui, cela a un peu atténué la crise du carburant. Mais elle est de retour. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo en particulier, la file d'attente pour le carburant dépasse 1 km. Combien de camions ou de voitures peuvent tenir sur 1 km, côte à côte comme ça, pare-choc contre pare-choc? Je ne parle pas de ces énormes voitures ou camions américains, je parle de ces petites voitures russes. Combien? Et d'ailleurs, c'était une métaphore. Vous pouvez le comprendre vous-même. En parlant du déficit de carburant, je veux vous présenter ce blogueur de Krasnodar. Voyons ce qu'il a à dire. Il y avait ce blogueur de Sotchi qui criait que la situation de l'essence serait réglée en 2 semaines. Il y avait aussi un blogueur de Krasnodar qui disait que c'était impossible. Et la situation va maintenant devenir encore pire qu'avant. Je suis le blogueur de Krasnodar. Écoutez, la situation de l'essence qu'on avait avant pourrait finir par nous sembler être le bon vieux temps comparé à ce qui arrive. Tout va changer au point d'être méconnaissable en 1 semaine. À Volgograd, il n'y a déjà plus d'essence. Ce n'est qu'une question de temps. Préparez-vous. Si vous pouvez faire des réserves d'essence, faites-le. J'adore quand ils disent ça, car toutes ces files d'attente et ruées bancaires dans l'histoire viennent de la panique. Les gens se disent les uns aux autres d'aller faire des réserves et de retirer tout ce qu'ils peuvent. Toute banque, selon la loi, selon la législation spécifique de chaque pays, doit garder une certaine quantité de liquidité à disposition. Si tout le monde veut son argent en même temps, aucune banque au monde ne peut satisfaire cette demande. Aucune station-service au monde ne peut gérer cela si tout le monde fait la queue. Donc même s'il y a de l'essence, si les gens font la queue, il n'y aura plus d'essence. Donc c'est pas une crise créée artificiellement, je ne dis pas ça. Je dis simplement que cet appel à l'action aggrave énormément la situation. Les jeux de la faim commencent. Waouh, ça commence. Waouh. J'aime vraiment les livres et les films Hunger Games, donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressembleront les Hunger Games en Russie. Il y aura plein de bonnes vidéos à venir. Que dire d'une frappe spécifique sur une raffinerie de pétrole en particulier? Eh bien, je vous présente, le 6 août, l'une des plus grandes raffineries de pétrole russe en fait. Le panache de fumée me rappelle presque l'entrepôt Wildberries, mais ne vous y trompez pas. Il s'agit bien d'une raffinerie de pétrole. Juste pour vous donner une idée de son ampleur, car c'est un mastodonte gigantesque. Sa capacité annuelle de raffinage est d'environ 15 millions de tonnes de pétrole brut, soit environ 300 000 barils par jour chaque jour. Produits, essence, gazole, kérosène d'aviation,
carburant pour avion, fuel, bitume, gaz de pétrole liquéfié et matières premières pétrochimiques. Importance stratégique. Elle alimente en carburant la Russie centrale, dont la région de Moscou, et produit du carburant d'aviation pour l'aviation civile, comme militaire. La raffinerie est essentielle au réseau de distribution de carburant russe. Pertinence militaire, sa production, en particulier le gazole et le carburant pour avion, soutient la logistique militaire russe et les opérations aériennes. Mes amis, il est vraiment difficile de soutenir les opérations militaires et l'aviation russe si vous êtes en feu. Donc oui, plus maintenant. Mais cette comédie, vous savez, parfois je fais une blague sur ma chaîne, mais cette fois, je n'ai pas besoin de le faire, parce que nous avons un gouverneur russe de la région de Yaroslavl pour le faire à notre place. Le gouverneur russe déclare sur sa chaîne Telegram que la plus grande attaque de drones a été repoussée dans la région de Yaroslavl. 88 drones ont été abattus, et selon le gouverneur, il n'y a eu ni mort ni blessé, mais une seule maison a pris feu, et les fenêtres ont explosé. Le verre a volé. C'est le mauvais côté, comme il l'a souligné. Le verre a volé des fenêtres. Voyons comment les gens ont réagi. Ceux qui ont regardé par la fenêtre à Yaroslavl et ont vu une énorme colonne de fumée. Voyons comment ils ont réagi à cela. Rien d'inhabituel. Seul le gouverneur de la région de Yaroslavl a héroïquement repoussé la plus grande attaque des Ukrainiens contre la région, et il a tout déjoué. Il a seulement oublié de mentionner que, pour une raison quelconque, la raffinerie locale a explosé alors qu'on repoussait cette attaque, et qu'elle continue de brûler. C'est à peu près comme ça que les rapports sont préparés pour le politicien avisé et ses puissants mentors. Le résultat est juste dehors, sous nos yeux. Ouais, je n'ai pas besoin de faire de la comédie. Les gouverneurs russes s'en chargent d'eux-mêmes. Et pour résumer tout ça, je veux simplement vous donner quelques chiffres sur les campagnes ukrainiennes du printemps et de l'été contre les raffineries de pétrole russes. Regardons les chiffres. Depuis avril, les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole ont coûté à la Russie 1,2 billion de roubles. Cela représente près de 15 milliards de dollars. En Amérique, c'est de l'argent de poche, mais en Russie, c'est mauvais. Rien qu'en juillet, la Russie a dû donner 2,4 milliards aux raffineries de pétrole pour les maintenir à flot. Ce sont les subventions d'ailleurs. 3,8 milliards en juin, 4,4 milliards en mai et 4,4 milliards de dollars en avril. Donc tout cet argent est sorti du budget de l'État russe parce que les Ukrainiens ont frappé les raffineries de pétrole. Cet argent, ce montant de près de 15 milliards de dollars, aurait servi aux dépenses militaires, mais il sert maintenant à maintenir les raffineries de pétrole à flot, ce qui est inutile puisque l'Ukraine les frappe toujours, donc cet argent est gaspillé. Vous voyez à quel point c'est parfait retirer à la fois de l'armement et du budget russe. C'est un moment incroyable, vraiment impressionnant. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Reposez-vous bien samedi et dimanche, et je serai de retour chaque lundi, mercredi et vendredi. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne, devenez membre mensuel et offrez-moi un café, et je massacrerai votre nom. Et comme toujours, assurez-vous de revenir, et au revoir. Rendez-vous sur fshark.com/ArthurEI ou utilisez le code ARTREA lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN.